Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre vidéo consacrée à l'analyse de la dette publique. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, allez la regarder, c'est un conseil. Et puis sans plus tarder, on va revenir sur ce sujet parce qu'il y a encore beaucoup de choses à expliquer sur la dette publique qui est le sujet qui surplombe l'ensemble du débat politique. Alors dans la première partie, on vous a expliqué que la dette publique s'était constituée parce que l'État était en déficit chronique depuis 1975 et que donc pour se financer, il devait emprunter sur les marchés financiers. Ok, mais il va falloir maintenant aller un peu plus loin pour comprendre ce qu'est véritablement la dette publique. En d'autres termes, qui détient la dette publique? Parce qu'on emprunte aux marchés financiers, d'accord, mais les marchés financiers, ce ne sont que des intermédiaires, ce sont des établissements bancaires, des établissements financiers, des assureurs. Qui détient en dernière instance les titres de la dette publique? Tout simplement, ce sont des particuliers et des entreprises qui ont de l'épargne et qui vont donc prêter à l'État pour en retour obtenir un taux d'intérêt, une rémunération du crédit qu'ils consentent à l'État. Et alors là, il y a une précision qui est vraiment d'importance parce que en France, les citoyens et même le Parlement, les représentants de l'État, ne peuvent pas savoir qui sont les personnes qui détiennent les titres de dette publique. Alors vous avez une première raison qui est liée au fait que sur l'année, l'État emprunte et rembourse et donc il y a un roulement. En gros, les détenteurs de titres de dette publique, ce ne sont pas forcément les mêmes au cours de l'année. Ok, mais en fait, il y a une raison beaucoup plus structurelle qui est une spécificité française. C'est que tout simplement, il y a une loi qui dit que l'État ne peut pas savoir qui sont les détenteurs de la dette publique. En fait, plus précisément, la loi, elle donne un droit d'information pour les sociétés privées, c'est-à-dire que les sociétés privées qui sont cotées en bourse, elles ont le droit par la loi de savoir qui sont les détenteurs de leurs actions, mais les personnes morales de droit public, donc l'État en particulier, sont exclues de ce dispositif. Donc ça veut dire que nous, citoyens français, on ne peut pas savoir à qui on paye chaque année 40 milliards d'euros d'intérêts. Avouez que c'est quand même un problème. Alors l'argument qui est utilisé, c'est nous expliquer que comme on garantit l'anonymat de nos créanciers, eh bien ça nous garantirait des taux d'intérêt qui sont plus avantageux. Alors ok, on a de meilleurs taux d'intérêt, enfin si on paye 40 milliards d'euros d'intérêts par an et qu'on ne sait même pas à qui on les verse, avouez que ça pose quand même un très très sérieux problème démocratique. Alors à défaut de pouvoir identifier qui sont les personnes qui détiennent les titres de dette publique, bon, on peut affirmer sans crainte que très majoritairement ce sont les plus riches qui détiennent la dette publique. Pourquoi? Tout simplement parce que les pauvres, ils n'ont pas d'épargne, en tout cas ils en ont très peu. Et donc si on regarde par exemple l'assurance vie, qui constitue un gigantesque stock d'épargne, l'assurance vie c'est plus de 1800 milliards d'euros en France. Si on analyse ça, d'ailleurs Elucide nous a transmis un graphique sur le sujet, et vous constatez que les 10% les plus riches détiennent 64% des assurances vie. Et si on élargit un petit peu le spectre, les 30% les plus riches détiennent à eux seuls 85% de l'assurance vie. Donc vous voyez que ça confirme la tendance. Et d'ailleurs aux États-Unis, où on peut bien mieux identifier les personnes qui détiennent les titres de dette publique, on constate qu'effectivement en 2014, c'était les 1% les plus riches qui détenaient 54% de la dette publique américaine. Et vous voyez d'ailleurs que sur ce second graphique, cette dynamique, elle a tendance à s'amplifier, c'est-à-dire que de plus en plus, la dette publique américaine est détenue par les 1% les plus riches. Et donc, il n'y a pas de raison pour que, en France, on suive une dynamique différente. Donc, vous avez compris comment ça se passe. Chaque année, l'État emprunte auprès des plus riches majoritairement l'argent dont il a besoin pour financer son déficit. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la dette, du coup, ça n'est rien d'autre que de l'impôt différé. Parce que tôt ou tard, ce qu'on emprunte, l'État doit le rembourser. Mais il y aurait eu une autre solution. Plutôt que pour l'État d'emprunter sur les marchés financiers, l'autre option aurait consisté à augmenter les impôts pour les plus riches pour pouvoir tout simplement ne pas être en déficit et financer son budget de fonctionnement. Autrement dit, c'est parce que les États, et en particulier la France, n'ont pas suffisamment augmenté les impôts pour les plus riches que l'endettement s'est constitué au fil des années.
On peut même relever que, au contraire de baisser les taux d'imposition, les États, et la France ne fait pas exception, ont participé à une baisse continue des taux, notamment le taux de l'impôt sur les sociétés. Je rappelle que jusqu'en 1985, les entreprises elles étaient imposées jusqu'à 50% de leurs bénéfices, alors qu'on est tombé à 33% pendant des années, et maintenant on est même descendu à 25%. En somme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dette publique, ça n'est que le reflet de la montée des inégalités et de la concentration des richesses dans les mains des 1 ou des 0,1% les plus riches. Alors la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut se sortir de ce cycle infernal qui veut que chaque année l'État emprunte pour rembourser ses emprunts d'avant parce qu'il est chroniquement en déficit. Bien souvent, il y a deux solutions théoriques qui sont avancées pour effacer la dette publique. Bon, autant vous le dire tout de suite, je tue le suspense, ni l'une ni l'autre ne sont satisfaisantes. Alors la première option, c'est celle de l'annulation. On en a d'ailleurs pas mal parlé ces derniers mois parce que avec la crise Covid, les endettements publics ont explosé. On parle aussi de monétisation d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette solution elle consiste pour l'État à créer de la monnaie ex nihilo pour rembourser sa dette. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais je peux pas aller beaucoup plus loin tout de suite parce que ça supposerait que je vous explique les mécanismes de la création monétaire, du crédit et en fait plus généralement du fonctionnement de la monnaie. Mais on fera une vidéo dédiée par la suite, donc je rentre pas dans le détail maintenant. En revanche, je peux vous dire qu'il y a deux choses à retenir à ce stade. La première, c'est que cette solution-là, elle est susceptible de créer de l'inflation, c'est-à-dire une augmentation des prix, et donc ça entraîne un appauvrissement généralisé de la population. Donc c'est pas une solution qu'on peut mettre en œuvre comme ça sans que ça pose de problème. Et la deuxième raison, c'est que dans la mesure où la France appartient à l'Union européenne et que la Banque centrale européenne est indépendante et n'a pas le droit de prêter directement aux États, cette solution de la monétisation, elle est strictement impossible. En gros, retenez que cette solution, elle n'est pas faisable politiquement et elle n'est pas forcément souhaitable économiquement parce qu'on risque de créer de l'inflation et donc on appauvrit les citoyens. Alors la deuxième solution, c'est celle qu'on appelle couramment le défaut. C'est-à-dire que l'État décide tout simplement de ne pas rembourser sa dette. Alors pour poursuivre le raisonnement, maintenant, on va supposer que 100% de la dette publique française est détenue exclusivement par des Français. Dans la vraie vie, c'est pas le cas. Mais là, on va le supposer pour bien comprendre les choses. Pourquoi on suppose ça ? Tout simplement parce que dans ce cas-là, les créanciers qui détiennent la dette publique française ont aussi une autre casquette. Comme ils sont français, ils sont aussi des contribuables soumis à l'impôt français. La conséquence du coup, c'est que si l'État décidait de ne pas rembourser ses créanciers, alors ça reviendrait tout simplement à taxer à 100% toute l'épargne qui est affectée à la dette publique. Très concrètement, ça veut dire que les créanciers qui détiennent des titres de dette publique perdraient toutes leurs économies, mais d'un autre côté, tous les contribuables dont ils font partie seraient libérés du poids de la dette et en particulier des intérêts de la dette. Je le redis autrement, si l'État fait défaut, alors les détenteurs de la dette publique perdent leur argent, mais d'un autre côté, les contribuables, c'est-à-dire l'ensemble des Français, n'ont plus à rembourser ni la dette ni ses intérêts. Donc vous voyez que dans notre hypothèse qui consiste à considérer que 100% de la dette publique est détenue par des Français, le défaut, ça n'est en réalité qu'une forme de remboursement. Alors une forme de remboursement extrêmement brutale, parce qu'on fait peser tout dans l'immédiat sur des personnes ciblées dans le pays, mais ça n'est qu'une forme de remboursement, et en théorie pure, c'est tout à fait possible. Et vous avez remarqué que dans cette hypothèse, on ferait peser le remboursement sur les plus riches majoritairement, puisque ce sont eux qui détiennent les titres de dette publique. Dans la mesure où vous avez compris que la dette publique s'est constituée parce qu'on a plutôt réduit les impôts pour les plus riches plutôt que de les augmenter, ce serait peut-être qu'un juste retour des choses. Mais ça, je le dis pas parce que je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, mais uniquement pour qu'on arrête avec les arguments moralisateurs sur la dette publique qui visent uniquement à culpabiliser les Français. Oui, parce que en pratique, le défaut, c'est pas vraiment une solution qui est viable, pour deux raisons. La première, c'est que si l'État envisageait de procéder de la sorte, inutile de vous dire que dans un système de libre circulation des capitaux, les riches, les plus riches, vont tout de suite transférer leurs fonds à l'étranger pour échapper précisément à l'impôt qui serait décidé par l'État. Autrement dit, les riches, ils vont prendre la poudre d'escampette dès lors qu'ils entendront parler de cette solution. Mais il y a une deuxième raison,
beaucoup plus rédhibitoire et concrète qui empêche l'application de cette solution de défaut. C'est tout simplement que la dette publique française, elle est détenue à environ 52% par des résidents étrangers. Et donc, si on a vu que pour les résidents français, le défaut, ça consiste à les imposer à 100%, en revanche, les étrangers, ce ne sont pas des contribuables français, ils ne sont pas soumis à l'impôt en France, ils ne participent pas au processus démocratique français. Donc on ne peut pas leur faire défaut vis-à-vis d'eux, parce que là, ça ne reviendrait pas à les soumettre à un impôt à 100%, ça reviendrait tout simplement à violer le contrat qu'on a conclu avec eux, ils nous ont prêté de l'argent, on doit les rembourser. Et il est évident que si on fait ça à des résidents étrangers, chinois, américains, allemands ou je ne sais quoi, les marchés financiers et les agences de notation vont prendre peur, à raison, et donc plus personne ne voudra prêter à la France. Et donc ça, c'est le meilleur moyen de mettre totalement l'État en faillite, qui sera plus en mesure d'assurer son budget de fonctionnement et donc de payer les fonctionnaires et toutes les dépenses qu'il doit faire pour assurer le fonctionnement des institutions. En résumé, la solution du défaut, elle est exclue pour 52% de la dette publique française, puisque c'est la part détenue par des résidents étrangers, et pour les 48% restants, le problème, c'est qu'il y a quand même un risque que les Français les plus riches partent à l'étranger et donc échappent au remboursement de la dette. Alors si on peut pas rayer la dette publique d'un trait de plume, qu'est-ce qu'on fait? Disons-le, il n'y a pas de solution magique. Depuis les années 70, on est rentré dans une économie mondiale qui est complètement folle, avec un système de monnaie dérégulé, des taux de change flottants. On l'a vu dans la première vidéo, c'était la fin des accords de Bretton Woods décidés par les États-Unis, et depuis lors, les endettements publics ont explosé. Et le problème, il est devenu d'autant plus compliqué que maintenant, vous avez une interconnexion entre les dettes publiques des États, puisque des résidents étrangers de tel ou tel pays détiennent des titres de dette d'autres États. Bref, vous avez une imbrication interplanétaire entre les dettes publiques. Et donc, ça rend encore plus compliqué le fait de pouvoir se sortir de cette situation-là. Et comme je vous le disais dans la première vidéo, il nous faudrait un nouvel accord mondial de coopération pour refonder les règles de fonctionnement des monnaies, tout simplement. Mais ça, c'est pas près d'arriver. Et en attendant, on est dans un système complètement dingue qui ne tient plus que parce que les banques centrales impriment des billets à gogo pour soutenir l'économie et surtout les marchés financiers. Et puis, on a la garantie de solvabilité des États qui sont là pour éponger les dettes des banques quand celles-ci menacent de faire faillite. C'est ce qui s'est passé lors de la crise des subprimes en 2008. Et maintenant d'ailleurs, le système est devenu tellement fou qu'il y a des États, dont la France, qui peuvent emprunter à des taux d'intérêt négatifs. Et je crois que là, il faut quand même s'arrêter un instant sur ce point parce qu'il est fondamental. C'est-à-dire qu'en principe, quelqu'un qui a de l'argent, il veut pouvoir l'épargner et surtout le placer pour obtenir une rémunération. Aujourd'hui, les créanciers ont tellement peur face à l'instabilité du système financier mondial qu'ils sont prêts à prêter leur argent à des États en payant l'État pour qu'ils conservent leur argent de manière sécurisée. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur qu'un jour ou l'autre, leur économie s'envole, qu'ils sont prêts à payer pour sauvegarder leurs économies. C'est-à-dire que c'est la logique inverse du crédit, c'est le monde totalement à l'envers, et c'est vous dire que les gens qui ont de l'argent savent bien que actuellement le système est un château de cartes et qu'au moindre souffle, tout pourrait voler en éclats. En attendant que ce système financier explose en plein vol, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, la France par exemple, pour naviguer au mieux dans les méandres du fonctionnement de l'économie mondiale. Bon, la première chose déjà, c'est qu'il faut arrêter de culpabiliser les citoyens français. C'est un problème mondial qui touche la plupart des pays développés, et donc c'est pas un problème spécifique franco-français. La deuxième observation à faire, c'est que quand bien même demain on annulerait l'intégralité de la dette publique française, l'État français demeurerait toujours en déficit. Je vous rappelle que les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards d'euros par an. Or, le déficit public, on a vu qu'il était à 108 ou 109 milliards d'euros. Donc, même en effaçant la dette publique totalement, le déficit resterait à 70 milliards à peu près par an pour l'État français. Donc, ça veut dire que c'est pas le problème prioritaire et qu'il faut arrêter d'instrumentaliser la dette publique pour justifier les politiques d'austérité et de manière générale le statu quo en matière de politique économique. Pour régler ce problème de l'endettement public, il y a deux orientations à prendre. La première, c'est qu'il faudrait encourager au maximum le fait que la dette publique française soit détenue par des résidents français.
Ça, c'est vraiment très important parce que plus notre dette publique est détenue par des résidents étrangers, des acteurs étrangers, moins nous sommes indépendants, plus nous dépendons des marchés financiers et des agences de notation. C'est-à-dire qu'on est à la merci de gens qui ne sont pas de notre nation, qui n'ont donc pas forcément les mêmes intérêts que nous et qui peuvent donc nous sanctionner si on ne mène plus une politique qu'ils jugeraient non conforme à leurs intérêts. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait possible, hein. Le Royaume-Uni détient sa dette publique à hauteur de 70%. Vous avez même le Japon qui détient sa dette publique à hauteur de 95%. C'est pour ça que le Japon peut avoir un endettement public très important. C'est parce qu'il est totalement indépendant des autres pays, ou presque, puisque sa dette publique n'est détenue qu'à 5% par des résidents étrangers. Alors nos dirigeants français, eux, évidemment, ils ont fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'en 1999, la dette publique française, elle était détenue à hauteur de 28% par des résidents étrangers. En 2010, donc en 11 ans, on est passé à 70% de détention par des résidents étrangers. Alors je vous ai dit que finalement, les résidents étrangers, maintenant, ils ne détiennent plus que 52% de la dette française. Mais ça, c'est pas du tout dû à l'intention ou à l'action de nos gouvernants. C'est uniquement les effets de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qu'on appelle le quantitative easing et qui est pratiqué depuis 2015 et qui a permis effectivement de réduire la part de dette publique détenue par des résidents étrangers. Sur le sujet, Elucide nous a d'ailleurs transmis un graphique et cela confirme bien qu'à la fin des années 90, la part de détention de la dette publique par des résidents étrangers était relativement modeste. Et puis, elle a atteint un niveau extrêmement élevé jusqu'à 71% à peu près en 2010 pour redescendre à hauteur d'environ 50% de nos jours. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas par l'action des gouvernants, mais parce que la Banque Centrale Européenne a pratiqué ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire l'impression de billets en masse pour racheter les titres de dette publique sur les marchés financiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la dette publique française, elle est détenue à hauteur d'environ 25% par la Banque Centrale Européenne. Et vous avez compris que si la part de détention de la dette publique par des résidents étrangers a baissé, c'est le fait de la Banque Centrale Européenne et de sa politique monétaire, et non pas parce que nos gouvernants auraient enfin compris qu'il faut garantir l'indépendance de notre pays vis-à-vis des puissances étrangères pour permettre à l'État de jouer son rôle régulateur de l'économie. Et la deuxième chose qu'il faut changer, c'est tout simplement la politique économique qu'on mène. Parce que ça fait des années qu'on fait des coupes drastiques dans les dépenses publiques. On voit l'état de nos hôpitaux, de la justice, de l'éducation, de la police, des pompiers, etc., etc. Ça fait des années qu'on baisse les impôts. On l'a vu sur l'impôt sur les sociétés, mais l'impôt sur le revenu, c'est pareil. On a fait un bouclier fiscal, etc. Macron, d'ailleurs, il est arrivé au pouvoir, il a supprimé l'ISF, il a fait le CICE, il a fait la flat tax. Bref, ça fait des années qu'on applique les recettes qu'on nous serine en permanence dans le débat public de « il faut baisser les dépenses publiques et il faut baisser les impôts ». Le résultat, c'est que ça marche pas. Ça marche pas. Le déficit, il était à 67 milliards en 2017. Il est passé à 76 milliards en 2018. Et on a vu qu'en 2019, il a bondi à 108 milliards d'euros. En clair, plus de néolibéralisme, c'est plus de dettes. Est-ce qu'à un moment donné, on va se poser et accepter de regarder la réalité en face? Il faut mener une autre politique économique. Et si on veut vraiment équilibrer le budget de l'État, il faut se concentrer sur deux leviers d'action qui sont essentiels. Le premier, c'est de faire en sorte que les plus riches payent effectivement leurs impôts comme les autres. Et pour ça, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il faut lutter activement contre l'évasion fiscale. Et puis, le deuxième levier d'action, c'est évidemment qu'il faut faire en sorte que l'économie soit prospère pour qu'on atteigne à nouveau le plein emploi. Parce que dès lors que tout le monde est au travail, ça génère des cotisations, de la TVA via la consommation, des cotisations sociales. Bref, les recettes de l'État vont significativement augmenter et c'est ce qui va permettre de rééquilibrer les choses. Parce qu'on ne peut pas continuer à déshabiller nos services publics qui sont aujourd'hui à l'os et qui fonctionnent plus. Non, la solution c'est d'augmenter les recettes maintenant. Et augmenter les recettes, ça passe par le fait d'imposer les plus riches comme les autres et retrouver le plein emploi pour augmenter les revenus de l'État tout simplement. Alors évidemment, personne ne dit que c'est facile à faire. Je suis pas en train de dire il y a qu'à Faucon. Non,
ce que je viens de dire là, ce sont juste des orientations et en pratique, c'est extrêmement compliqué de conduire une autre politique économique et qui nous permettrait effectivement de retrouver la prospérité. Ce sera l'objet d'ailleurs des vidéos qui suivront. Mais on aimerait quand même qu'il y ait une remise en question très profonde des dirigeants actuels, de nos élites actuelles, parce que en l'état, elles sont uniquement en train de nous envoyer dans le mur, et ça, les citoyens le voient de plus en plus, et ça devient de plus en plus insupportable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à celle des Lucides, qui est notre approvisionneur en graphique attitré. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.